Merci beaucoup. Je tiens à remercier les organisateurs pour tout ce travail d'organisation du colloque et pour leur invitation. Donc, sans plus attendre, je vais mettre en ligne ma présentation pour débuter mon propos. Bien, Euh, je, su- je suppose que tout fonctionne normalement. Bien. Donc, mon propos est donc de vous parler des lectures, différentes lectures qu'on peut faire de la géopolitique de l'Arctique, thématiques qui sont souvent mises de l'avant depuis quelques années, depuis qu'on parle des changements climatiques dans l'Arctique, depuis que on parle aussi du planté du drapeau, donc de l'intérêt de puissances arctiques, notamment la Russie, qui est soupçonnée de nourrir des ambitions très, très importantes dans l'Arctique. On va y revenir. On parle aussi de puissances extérieures à l'Arctique, en particulier des pays asiatiques et la Chine, qui suscitent certaines inquiétudes. Bref, on parle effectivement beaucoup de la région arctique depuis quelques années, avec des médias qui souvent décrivent cet intérêt des puissances externes et des puissances arctiques comme un facteur de tension importante dans l'Arctique. Donc, quels sont Excusez-moi, Frédéric. Frédéric, Oui, peux-tu mettre ça en mode présentation, s'il vous plaît? oui, c'est ce que je pensais avoir fait. D'accord, là. Merci. Est-ce que ça marche? Non. Oui, voilà. Oui, parfait, merci. Parfait. Merci pour le commentaire. Il ne faut pas hésiter à me signaler ce qui va pas. Donc, on peut se poser la question, quelle est la dynamique en Arctique qui intègre donc ces rivalités politiques? Et donc, un moteur qui est souvent mis de l'avant par les observateurs, c'est effectivement les changements climatiques. C'est certes un facteur primordial, très, très important, qui est en accélération, avec la possibilité de disparition de la banquise en été d'ici quelques années, la fonte du pergélisol avec tous les impacts environnementaux, mais aussi socio-économiques que ça peut représenter, notamment avec sur le plan environnemental, la libération massive de méthane que cette fonte du pergélisol pourrait représenter. Ces changements climatiques induisent des impacts majeurs sur les activités humaines. On parle par exemple beaucoup de l'ouverture des espaces maritimes, donc ouverture au commerce maritime, ouverture à des espaces, complexification du transport terrestre avec la fonte du pergélisol, altération majeure à l'environnement, ce qui inquiète beaucoup les communautés autochtones, et affirmation justement de l'inquiétude de ces communautés autochtones, parallèlement à un certain désir d'autonomie, une affirmation politique de ces communautés autochtones, qui est ensuite diversement, bien sûr, traduit selon les pays arctiques à l'échelle donc de la région. Donc toutes ces activités sont source d'intérêts contradictoires. Les États souhaitent effectivement valoriser leurs ressources tout en tenant compte de l'intérêt des vues des communautés autochtones. Ça suscite aussi de l'intérêt de la part des États tiers. J'ai parlé tout à l'heure des États asiatiques, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les puissances européennes qui s'intéressent aux ressources et aux activités économiques que l'on peut faire dans l'Arctique. Est-ce que ces rivalités, ces vues sont divergentes ou est-ce que, au contraire, c'est la collaboration qui prévaut dans la dynamique politique de l'Arctique? Donc, tout d'abord, on va revenir sur ces éléments que j'ai rapidement mentionnés. Est-ce que effectivement, on peut parler d'ouverture des espaces maritimes? Est-ce que c'est un facteur de friction ou de coopération? C'est vrai qu'on assiste à un développement important de la navigation commerciale depuis de plusieurs années. Avec la fonte de la glace, on assiste, c'est documenté, à un accroissement du nombre de navires et du nombre de voyages qui se font dans la région arctique. Ceci dit, euh, est-ce que c'est une navigation de transit, comme on a longtemps pensé que ce serait? On pensait qu'avec la fonte de la banquise, les routes arctiques qui sont beaucoup plus courtes entre le Pacifique et l'Atlantique allaient être le moteur du développement de la navigation en Arctique. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Je vais vous montrer quelques chiffres dans un instant. Avec la fonte de la banquise, il y a aussi donc une ouverture des espaces maritimes et des revendications des États sur les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux. On va y revenir aussi dans un instant, voir que oui, effectivement, les changements climatiques suscitent l'intérêt des États, notamment parce que ça pourrait donner un accès accru aux ressources qui se trouvent dans les océans, mais que ce n'est pas pour ça que les États s'intéressent, affirment leur prétention sur des espaces maritimes. Il y a d'autres facteurs juridiques qui sont en jeu. Et puis, il y a donc aussi cet attrait que je viens d'évoquer pour des ressources naturelles, la pêche, les ressources minières, les ressources en hydrocarbures qu'on peut trouver dans les fonds marins,
Puisque la glace fond, est-ce que ce serait plus facile d'y accéder? Est-ce que ça permettrait d'exploiter des ressources dont on sait depuis longtemps qu'elles sont présentes, même si elles n'ont pas été complètement inventoriées dans la région arctique? Donc, cette ouverture des espaces maritimes, effectivement, c'est un facteur d'intérêt. Ça suscite de l'intérêt des puissances arctiques et des puissances externes. Est-ce que forcément, ça suscite des frictions? On peut revenir sur ces éléments. Tout d'abord, le développement de la navigation commerciale. Beaucoup d'observateurs établissent comme une évidence que puisque la glace fond, forcément, le trafic maritime va augmenter beaucoup, en particulier le trafic de transit. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, le trafic général dans l'Arctique, il augmente. La fonte de la banquise, ça pose aussi la question du développement des routes de transit par la route maritime du Nord en Sibérie et le passage du Nord-Ouest, qui sont tous les deux revendiqués respectivement par la Russie et par le Canada, mais ce sont des revendications qui sont contestées par les États-Unis et, dans une moindre mesure aussi, par l'Union européenne. La Chine n'a pas officiellement pris position, elle n'a jamais confirmé les prétentions de souveraineté de la Russie et du Canada sur ces passages arctiques, mais elle n'a jamais non plus pris officiellement position contre ces revendications. Il y a un enjeu politique au développement potentiel du transit maritime dans les régions arctiques, en particulier par le passage du Nord-Ouest et la route maritime du Nord, que si le trafic de transit se développe effectivement, qui le contrôle à travers les passages arctiques qui sont revendiqués donc par la Russie et par le Canada. C'est pour ça qu'il y a un lien entre ce développement potentiel de la navigation commerciale de transit et des enjeux géopolitiques. Bon. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a effectivement un trafic arctique en croissance rapide. On voit sur cette carte la densité de navigation dans la région arctique. Ici, donc, pour l'année 2018, on voit très bien en rouge qu'il y a effectivement des zones où le trafic maritime se développe de manière substantielle. Donc, autour de l'Islande, à l'ouest du Groenland, en baie de Baffin, nord de la mer du Labrador, en mer de Barents, en mer de Kara. Donc là, effectivement, il y a un développement substantiel de la navigation. Il y a des régions où il n'y a pratiquement pas de navigation. Donc, sur la route maritime du Nord, ici, à l'est du delta de l'Ob, dans l'archipel arctique canadien, il y a effectivement une route qui commence à se développer à travers la route classique du passage nord-ouest, mais c'est des densités de trafic qui sont beaucoup plus faibles. Et puis ailleurs, donc, des densités qui sont extrêmement limitées par rapport aux autres régions de l'Arctique où on connaît un certain développement de la navigation. Donc, globalement, dans l'Arctique, le trafic a augmenté de 25% depuis 2013, de 40% depuis 2000, certes, donc c'est un accroissement substantiel, mais qu'est-ce qui alimente ce trafic? C'est essentiellement un trafic que l'on appelle de destination, autrement dit des navires qui vont dans l'Arctique pour y effectuer des activités économiques, la pêche, la desserte des communautés, l'exploitation des ressources, mais c'est très peu du trafic de transit. Et là où c'est important du point de vue politique, c'est que ce trafic de destination, il est sous l'autorité de l'État côtier ou de l'État qui contrôle la zone économique exclusive. Lorsque des navires s'arrêtent pour pêcher, ils doivent automatiquement demander la permission à l'État côtier s'il se trouve dans la zone économique exclusive. Lorsque des navires s'arrêtent dans un port pour desservir des communautés ou exploiter les ressources, c'est à ce moment-là la clause de l'État du port qui entre en vigueur et les navires doivent demander la permission à l'État côtier. Donc le trafic de destination, il reste entièrement sous la souveraineté des États côtiers. On voit ici quelques chiffres qui permettent de prendre la mesure, effectivement, de cette différence entre le trafic qui augmente, qui est essentiellement alimenté par le trafic de destination. On voit ici le trafic au Canada, dans l'Arctique canadien, donc qui est passé de 225 navires en 2009 à un peu plus de 400 en 2019, donc qui est essentiellement alimenté par des navires de pêche, le trafic de marchandises pour la desserte des communautés, et dans une moindre mesure par le trafic de plaisance et de croisière. Donc, il y a effectivement un moteur important pour l'augmentation du trafic. À ce moment-là, ça pose la question du contrôle de cette navigation. Est-ce que la garde côtière a les moyens de superviser cette navigation? Mais c'est donc, j'insiste là-dessus, du trafic essentiellement de destination. Quand on regarde dans le tableau dessous, qui retrace l'évolution du trafic de transit sur la route maritime du Nord et le passage du Nord-Ouest, on s'aperçoit que les chiffres sont beaucoup plus réduits. Sachant que donc, sur la route maritime du Nord, c'est essentiellement des
des navires de marchandises qui alimentent ce trafic. Pour le passage du Nord-Ouest, ce sont essentiellement des navires de plaisance qui alimentent ce maigre trafic de transit. Il y a très très peu de navires marchands qui font du transit à travers le passage du Nord-Ouest au jour d'aujourd'hui, évidemment. Donc ce trafic est très limité, c'est essentiellement du trafic de destination, je me répète, qu'on peut comparer aussi, pour ce qui concerne le transit, aux 11 000 navires qui passent par le canal de Panama chaque année et aux 18 000 navires qui passent par le canal de Suez chaque année. Donc, on n'est vraiment pas dans la même ligue. Le trafic de transit dans l'Arctique demeure très, très marginal. Le trafic de destination augmente de manière substantielle, mais il demeure sous le contrôle des États côtiers. Il y a des ressources exploitables dans l'Arctique. On le sait depuis longtemps, on soupçonne la présence de gisements importants. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut inventorier l'ensemble de ces ressources et surtout, sont-elles rentables? L'exploitation des ressources arctiques permet-elle aux compagnies de générer suffisamment de profit pour mettre en œuvre cette exploitation? Alors, on a beaucoup parlé de l'estimation du USGS, donc United States Geological Survey, paru en 2008, qui fait état d'à peu près 13% du pétrole et 30% du gaz à découvrir en Arctique, qui représente à peu près 3 ans pour le pétrole et 7 ans de consommation mondiale pour le gaz. Des zones où l'exploitation connaît une expansion significative, notamment en Sibérie, avec sur la péninsule de Yamal, essentiellement du gaz, mais aussi du pétrole, avec l'Arctic Gate et le gisement de Vankor. Il y a aussi la mer de Barents, qui connaît une expansion assez significative des projets mis en œuvre tant par la Norvège que par la Russie. Et puis, il y a aussi des zones qui sont décevantes du point de vue des compagnies pétrolières, par exemple le Groenland, dont on a beaucoup parlé vers 2010-2012, et puis dont la plupart des compagnies pétrolières se sont retirées récemment, parce que les découvertes qui avaient été faites n'étaient commercialement pas du tout significatives, pas intéressantes. En mer de Beaufort aussi, toujours quelques compagnies qui sont actives, mais globalement, beaucoup de compagnies se sont retirées de l'exploration en mer de Beaufort, parce que les gisements que l'on a pu identifier ne sont tout simplement pas rentables sur le plan commercial compte tenu des cours mondiaux à l'heure actuelle. J'y reviens dans un instant. On parle aussi de gisements miniers. On sait aussi qu'il y a des ressources minières importantes dans l'Arctique depuis des décennies. La question, comme pour les ressources en hydrocarbures, c'est quelle est la rentabilité de l'exploitation de ces gisements. Alors, certains gisements vont de l'avant, par exemple l'énorme mine de fer de Mary River, qui est connue depuis 1962 et qui a été mise en exploitation assez récemment, qui est un gisement très, très important, en plus de très, très grande qualité, ce qui permet à la compagnie d'aller de l'avant dans son exploitation malgré les cours relativement déprimés du fer en ce moment. En Russie, dans la péninsule de Taimyr, il y a plusieurs projets d'exploitation de nickel, de charbon, de zinc et de plomb qui vont de l'avant, en bonne partie soutenus d'ailleurs comme pour les hydrocarbures, par le gouvernement fédéral de Russie. Au Groenland, il y a aussi quelques projets de mines qui vont de l'avant, mais sinon, globalement, l'activité est beaucoup moins soutenue à l'heure actuelle sur le plan minier dans l'Arctique que ce qu'on pouvait observer en 2008, où il y avait une frénésie d'exploration et de mise en œuvre des projets d'exploitation minière. Globalement, dans l'Arctique, c'est beaucoup plus calme qu'il y a une dizaine d'années, sauf en Russie, où le gouvernement pousse beaucoup pour essayer de valoriser les ressources minières qui se trouvent sur son territoire. Donc, des ressources qui sont effectivement présentes. Se pose la question de leur rentabilité, disais-je. La technologie, elle existe pour exploiter les ressources tant en hydrocarbures que minières, mais ça dépend des cours mondiaux. Et donc, je vous présente ces deux figures qui représentent l'évolution en indice des cours du pétrole et du charbon dans le premier graphique, et d'autres minerais comme le cuivre, le minerai de fer, le nickel, le plomb, le zinc dans le second. On voit très bien que vers 2007-2008, il y avait un pic une très forte augmentation de la valeur de ces ressources naturelles qui a largement contribué à l'intérêt tant des États que des compagnies pour l'exploration et l'exploitation des ressources en Arctique. Ensuite, avec la crise de 2008-2009, la crise financière, effondrement des cours mondiaux, ce qui a donné un coup d'arrêt à l'exploitation de beaucoup de ces projets, reprise progressive, mais à des niveaux inférieurs, et puis de nouveau, après 2014-2015, diminution des cours qui demeurent à l'heure actuelle stagnants à des niveaux qui sont de beaucoup inférieurs à ce qu'on a connu dans la période d'euphorie de 2007-2008.
Donc, c'est là le principal frein à l'exploration et à l'exploitation des ressources arctiques. On sait les exploiter, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut les exploiter de manière rentable? Est-ce que les compagnies peuvent faire de l'argent? Et pour beaucoup de ces projets, pour le moment, la réponse des compagnies, c'est non. On arrête, ou en tout cas, on met un frein à l'exploration dans la région arctique parce que les cours mondiaux ne permettent pas de lancer des exploitations qui permettraient de dégager des bénéfices. Donc, comme les compagnies cherchent à faire des bénéfices, ben, on abandonne nombre de projets dans la région arctique. Donc, on voit que ce n'est pas tant l'ouverture maritime seule qui favorise la navigation et l'extraction, mais les stratégies des entreprises. Comment est-ce qu'elles peuvent imaginer dégager des bénéfices dans ces activités économiques? Donc, pour la navigation, il y a effectivement la conjoncture mondiale qui est relativement déprimée, qui n'encourage pas tellement le commerce maritime, en tout cas qui reconnaît une certaine stagnation. Et plus concrètement, au niveau de la logistique des compagnies maritimes, il y a un très faible intérêt pour le conteneur dans les routes arctiques. Pourquoi? Ben, c'est essentiellement parce que le commerce maritime du conteneur est organisé selon les principes du juste à temps, qui est donc une technique de gestion industrielle qui s'est généralisée dans le monde à l'heure actuelle, et qui fait que les compagnies maritimes ne vendent pas simplement le transport d'un conteneur du point A à un point B, mais vendent surtout la promesse de livraison du conteneur du point A au point B, livré tel jour, telle heure, avec des horaires qui sont publiés 6 mois à l'avance. Dans ces conditions, pour les routes arctiques, se pose la question, est-ce qu'on peut maintenir la fiabilité de la livraison, sachant que lorsqu'on publie les horaires au 1er janvier pour le 1er juin, eh bien, on n'a aucune idée, malgré la tendance à la fonte de la banquise, on n'a aucune idée si les détroits du passage du Nord-Ouest ou de la route maritime du Nord seront effectivement libérés. Donc, cette très grande incertitude fait en sorte que pour beaucoup de compagnies dans le domaine du conteneur, cette grande variabilité interannuelle et cette grande incertitude font que c'est financièrement et commercialement pas du tout intéressant de passer par les routes arctiques, même si c'est plus court. Donc, le fait que les routes soient plus courtes, ça n'est qu'une des variables dans les contraintes de cette industrie du transport du conteneur. Pour le vrac, il y a une autre contrainte, c'est qu'on ne fonctionne pas en juste à temps. Effectivement, c'est beaucoup plus le transport du point A au point B seulement, mais c'est que les compagnies dans le domaine du vrac fonctionnent ce qu'on appelle dans le jargon le tramp, c'est-à-dire qu'elles vendent des contrats de livraison au fur et à mesure que le navire se déplace. Par exemple, on va livrer du fer du Canada à Rotterdam. Ensuite, à Rotterdam, on va prendre une livraison de céréales pour l'emmener en Norvège. Ensuite, en Norvège, on va prendre un chargement de minerais de fer pour l'emmener en Chine. Bref, c'est au fur et à mesure que les armateurs peuvent trouver des contrats que le navire se déplace. Si on veut développer des routes par l'Arctique, il faut à ce moment-là investir dans des navires à coque renforcée qui coûtent plus cher à l'investissement et à l'exploitation. Donc, pour que la compagnie puisse espérer amortir ses coûts supplémentaires, ça veut dire qu'il faut que le navire navigue sur les routes arctiques. Mais comment être certain que le navire va pouvoir exploiter ces routes arctiques si on n'a pas la garantie qu'on va régulièrement trouver des contrats sur les routes arctiques? C'est cette incertitude sur la possibilité de sécuriser des contrats réguliers sur les routes arctiques qui fait en sorte que pour beaucoup de compagnies dans le vrac, on ne souhaite pas trop développer les routes arctiques parce qu'il y a cette incertitude financière qui rend cette région assez peu attractive tant qu'on n'est pas capable de signer des contrats de long terme avec des compagnies d'extraction des ressources naturelles. Donc, pour la navigation, on voit qu'il y a des bémols par rapport à l'intérêt que peuvent représenter les routes commerciales dans l'Arctique. Dans le domaine de l'extraction, je l'ai souligné tantôt, la technologie est là, mais c'est la rentabilité qui pose problème à cause des cours mondiaux qui, pour le moment, sont extrêmement déprimés. Donc, ce qu'on voit en Arctique, c'est que finalement, l'activité économique qui a suscité beaucoup d'intérêt, elle est modulée précisément en fonction de facteurs liés à la mondialisation. C'est comment les activités économiques dans l'Arctique sont-elles conditionnées par des paramètres économiques qui n'ont rien à voir avec l'Arctique, donc les stratégies commerciales des compagnies maritimes, par exemple, et les cours mondiaux pour ce qui concerne l'activité de l'extraction. On a aussi beaucoup parlé d'une course à l'appropriation des espaces maritimes dans la région arctique. Alors, notamment des auteurs qui disaient que ça allait bientôt être la Troisième Guerre mondiale pour l'appropriation de ces espaces maritimes ou qu'on avait affaire à un Far West arctique
sans foi ni loi sur la base du premier arrivé, premier servi. Bon, tout ceci est évidemment largement exagéré. C'est au contraire une zone où s'affirment effectivement des revendications qui parfois se chevauchent, comme on le voit sur la carte, j'y reviens dans un instant, mais qui sont des affirmations de souveraineté, ou en tout cas de droits souverains, qui se font de manière ordonnée et dans le complet respect des normes internationales. Je m'explique. Cette impression de précipitation des États, en fait, est un petit peu exagérée parce que si les États se dépêchent, ce n'est pas parce que c'est sur la base du premier arrivé, premier servi que vont se décider les attributions des espaces maritimes, mais simplement parce que les États disposent de 10 ans après la date de ratification de la Convention sur le droit de la mer pour ensuite déposer une demande d'extension du plateau continental auprès des Nations Unies. Et donc, il faut que les États puissent fournir un dossier auprès de l'Agence des Nations Unies pour la Commission sur les limites du plateau continental pour que cette Agence des Nations Unies puisse évaluer leurs revendications. Donc, effectivement, les États se dépêchent. Les États ne se dépêchent pas les uns contre les autres, mais contre la montre, contre cette échéance des 10 ans. Autre bémol par rapport à cette idée qu'on se dépêche de s'accaparer les plateaux continentaux étendus, c'est qu'on sait qu'à peu près 95% des ressources qui sont présentes en mer se trouvent déjà dans les zones économiques exclusives, comme vous voyez sur la carte, qui ne sont pas ou très, très peu contestées. Il y a des différences sur les plateaux continentaux étendus, mais pas sur les zones économiques exclusives. Donc, on sait que les ressources qu'on pourrait trouver, très vraisemblablement, se trouvent à l'intérieur d'espaces maritimes, des zones économiques exclusives, qui ne sont pas l'objet de disputes dans la plupart des cas. On voit aussi sur la carte que de nombreux accords ont été signés. Toutes les lignes en noir, les limites entre les zones maritimes des États en noir ont fait l'objet de négociations et d'accords. Donc, on voit que cette image de Far West Arctique est tronquée dans la mesure où, oui, il y a des zones de chevauchement dans l'Arctique central, où se superposent des revendications canadiennes, danoises et russes, mais il y a aussi beaucoup de zones où il y a négociation et on trouve des accords petit à petit. Donc, il y a effectivement une coopération qui se développe. Et cette coopération, elle se traduit aussi par le fait qu'on organise des missions océanographiques pour documenter la réalité des fonds marins arctiques de manière conjointe, parce que ça permet de faire des économies, parce que ça permet aussi d'avoir la même base scientifique pour ensuite établir des dossiers auprès des Nations Unies. Et cette coopération, en tout cas cette bienveillance politique, elle se traduit aussi par le fait que chaque fois que des États déposent des dossiers auprès de la Commission pour les limites du plateau continental, ils ne sont pas contestés. On aurait pu s'attendre, s'il y avait vraiment animosité, à ce que la Russie s'oppose, conteste le dossier canadien ou le dossier danois. Ce n'est pas le cas. On constate effectivement qu'il y a chevauchement. On a parfaitement conscience qu'il va falloir négocier si ces revendications sont acceptées par la Commission des limites du plateau continental, mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de vive tension pour le partage de ces espaces maritimes dans la région arctique, et c'est important de le souligner. Il y a aussi une construction institutionnelle qui est l'objet de critiques de la part de certains observateurs, de certaines tierces parties, mais qui découle finalement de la création du Conseil de l'Arctique en 1996. Bon, forum plus qu'institution internationale, forum de discussion qui réunit des États membres, donc tous les 8 États arctiques, des participants permanents, donc des représentants des associations et des peuples autochtones, ce qui est assez original pour une organisation internationale, et qui rassemble aussi des observateurs qui sont cooptés par les États arctiques, donc qui acceptent d'admettre des États tiers au titre d'observateurs. C'est un forum de discussion, c'est important de le souligner, ce n'est donc pas le Conseil de sécurité de l'Arctique. Contrairement à ce que s'imaginaient à tort certains États observateurs qui ont été déçus de voir le fonctionnement du Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique donc, est un forum de discussion où on prend des décisions, le cas échéant, à l'unanimité, en tout cas par consensus, et où on discute pas de questions militaires, par exemple, pas de questions de sécurité. Donc, c'est sûr que plusieurs observateurs se sont trouvés un peu frustrés de ne pas avoir voix au chapitre dans une organisation qui ne prend pas beaucoup de décisions, en tout cas qui ne dirige pas la région arctique comme parfois on se l'imaginait. Donc, cette frustration, elle existe auprès chez bon nombre d'observateurs qui ont l'impression que les États arctiques ne leur laissent pas beaucoup de place, ce qui au demeurant est exact. Effectivement, les observateurs ont peu voix au chapitre,
mais on peut aussi se poser la question de la participation de ces observateurs aux ateliers scientifiques. On s'aperçoit quand on fait le décompte que souvent les délégations des États observateurs sont très inégales, avec une participation qui est parfois extrêmement limitée, ce n'est pas toujours le cas, et donc qui ne justifie pas leur prétention à une participation accrue à la gouvernance de la région arctique. Cette coopération entre les États arctiques, elle a pu résister, par exemple, à la crise ukrainienne. En 2014, le gouvernement canadien sous Stephen Harper avait vaguement dit, puisqu'il présidait à ce moment-là le Conseil de l'Arctique, il souhaitait bloquer la participation russe. Finalement, il est revenu sur sa décision et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu de débordement politique de la crise ukrainienne sur le fonctionnement du Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique est aussi impliqué dans la signature de 3 traités, donc recherche et sauvetage, un traité sur les normes, l'exploitation et la pollution marine, et puis un traité sur la recherche. Et il a aussi beaucoup appuyé les négociations sur le Code polaire qui a été promulgué en 2017. C'est sûr qu'il y a encore des défis. Par exemple, l'attitude des États-Unis sous, on espère pouvoir dire bientôt, l'ancienne administration, qui avait refusé de signer la déclaration conjointe en 2019. Plusieurs observateurs se posent aussi des questions sur l'attitude de la Chine, qui suscite des intérêts, parce que la Chine a de l'argent, souhaite développer des activités économiques, l'activité maritime, l'activité extractive, mais suscite aussi des réserves, parce qu'on se pose la question des intentions réelles de la Chine, à tort ou à raison, qui signifie encore une fois l'insertion graduelle de la région arctique dans le cadre de la mondialisation. Le Conseil de l'Arctique a participé à l'encadrement, donc, que je disais, des discussions sur le Code polaire, a appuyé les négociations sur la pêche en 2018. Et puis, c'est sûr que la dynamique des changements climatiques pose beaucoup de questions. Comment ces changements climatiques vont-ils continuer de se déployer dans la région arctique? Dans quelle mesure ça va complètement bouleverser l'environnement et ensuite toutes les activités et avoir des impacts majeurs sur les sociétés autochtones? Ça demeure une hypothèse qui est extrêmement importante. Donc, on voit ici un schéma que j'ai monté sur des différentes variables qui ont un impact sur la dynamique politique dans la région arctique. Il y a certes les changements climatiques qui sont souvent mis de l'avant par beaucoup d'observateurs, mais ce n'est pas le seul paramètre. Et dans les relations entre les États arctiques et les autochtones, qui sont vraiment une relation très, très importante dans le contexte, je le disais tout à l'heure, de cette quête d'autonomie et d'avoir davantage voix au chapitre, surtout dans un contexte de changement climatique qui impacte directement les sociétés autochtones. Il y a donc aussi la dynamique du droit de la mer qui impacte les stratégies maritimes de ces États arctiques. On a ratifié la Convention, on dispose de 10 ans pour éventuellement revendiquer des zones maritimes complémentaires, donc les plateaux continentaux étendus. Le droit de la mer qui donne aussi des paramètres quant à la revendication que peuvent formuler la Russie et le Canada sur la souveraineté sur les passages arctiques. On a aussi, dans le cadre de la mondialisation, un intérêt des États tiers, essentiellement des États asiatiques, mais aussi l'Union européenne, d'autres États européens, qui s'intéressent de plus en plus à la région arctique, avec parfois des motifs scientifiques, des motifs de coopération, parfois des objectifs un petit peu erronés. On s'imagine qu'en participant à un organisme comme le Conseil de l'Arctique, on aura davantage voix au chapitre sur la gouvernance de la région arctique, et ça peut être contestable. Et puis surtout, dans le cadre de la mondialisation, il y a les stratégies des entreprises de navigation, des entreprises d'extraction, qui développent des stratégies variables, en tout cas pour le moment très, très prudentes, par rapport à l'extraction, à l'exploitation des ressources et au développement de la navigation commerciale dans la région. Donc en conclusion, on voit que les enjeux politiques qui sont induits, certes en partie par les changements climatiques, sont effectivement multiformes, mais sont aussi modifiés, ces enjeux, impulsés par ces enjeux politiques par d'autres facteurs. Par exemple, l'insertion de la région dans la mondialisation. Les paramètres économiques sont importants pour pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la dynamique économique dans la région arctique. La mondialisation est aussi importante pour comprendre l'intérêt de l'Union européenne, des pays européens, des pays asiatiques par rapport à la région arctique. C'est aussi l'insertion de cette région dans le cadre de la mondialisation qui permet de comprendre l'impact de la structure du droit international sur donc les règles du jeu par rapport à la navigation, par rapport aux prétentions des États sur leurs espaces maritimes. Les relations régionales, j'insiste beaucoup sur ce point, demeurent basées sur la coopération. On est loin d'être dans une situation de Far West
ou de dégradation significative des relations. Il y a certes des différends, par exemple sur les revendications sur les passages maritimes, donc Russie et Canada, sur les espaces maritimes que sont les plateaux continentaux étendus, mais ces différends demeurent parfaitement balisés dans le cadre des relations entre les États et surtout sont l'objet de négociations qui souvent aboutissent à des accords concrets et à des solutions qui sont mises en œuvre. Il y a des défis qui continuent de se dessiner, en particulier la gouvernance, la gestion des impacts des changements climatiques au niveau très, très local par rapport aux communautés autochtones. Mais ce qui est nécessaire de souligner, c'est que finalement, la Troisième Guerre mondiale ne va pas éclater dans la région arctique. Et voici. Donc, je suis tout disposé à prendre des questions. Merci, Frédéric. C'était très intéressant. On a une question de Elsa Edniak qui peut ouvrir son micro pour demander la question. Alors, attendez. Je pense qu'il est ouvert. Je ne sais pas si on m'entend. Bon. Oui, vas-y. Je vous entends, oui. Oui, bonjour Monsieur Lasserre. Je suis Elsa Edinac, j'ai fait une thèse en France sur le droit applicable en Arctique. Et pendant ma soutenance, on m'avait posé une question et justement, je n'avais pas su y répondre. Et votre intervention m'y a fait penser, parce que c'était il y a un peu plus d'1 an et demi. Et les États-Unis, je pense qu'on peut dire qu'ils ne reconnaissent pas la commission des limites du plateau continental, puisque ça ne fait pas partie de la coutume en droit de la mer. Et du coup, je me demande s'ils souhaitent procéder, si on sait s'ils souhaitent procéder à l'extension de leur plateau continental. Et dans ce cas, que se passerait-il s'il y avait un chevauchement avec les délimitations d'un autre État, arctique ou non d'ailleurs? Alors, votre question est pertinente puisque on ne sait pas effectivement quelle va être la politique de la nouvelle administration par rapport au droit de la mer. On a quand même une idée puisque la question de la ratification de la Convention sur le droit de la mer était un serpent de mer dans la politique américaine et les administrations successives, qu'elles soient démocrates ou républicaines, n'ont jamais réussi à convaincre le Congrès de ratifier la Convention, pour le moment en tout cas. Et on voit mal pour comment la composition du nouveau Congrès pourrait changer la donne à ce propos. Donc, à leur grande frustration, les appareils exécutifs politiques américains ne parviennent pas à faire ratifier la Convention. Et pourquoi est-ce que c'est important pour le sujet qui nous anime aujourd'hui? C'est parce que un État qui n'a pas ratifié la Convention sur le droit de la mer ne peut pas se prévaloir des privilèges qui sont attachés à cette Convention. Comme l'extension des plateaux continentaux n'est prévue que par la Convention de 1982 et pas dans la Convention de 1958, donc même si les États-Unis reconnaissent que la Convention fait partie de la coutume, ils ne peuvent pas se prévaloir donc des clauses qui y figurent, et donc ils ne peuvent pas revendiquer de plateau continental étendu tant qu'ils n'ont pas ratifié la Convention. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Washington n'a toujours pas revendiqué de plateau continental étendu nulle part, y compris donc en Arctique. Par contre, ce que la Convention dit aussi, c'est que l'ordre de présentation des revendications n'a aucune importance. Autrement dit, les États-Unis auront droit à un plateau continental étendu si bien sûr ils se justifient sur le plan géomorphologique, lorsqu'ils auront ratifié. Donc si jamais un jour, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, les Américains finissent par ratifier la Convention, ils pourront à ce moment-là revendiquer un plateau continental étendu en mer de Beaufort et en mer de Tchouktchi, les Tchouktches. Même si le Canada, la Russie ont établi des revendications qui ont été acceptées le cas échéant par la Commission sur des plateaux continentaux étendus. Autrement dit, l'ordre, j'insiste bien là-dessus, n'a pas d'importance. Si une revendication apparaît bien longtemps après l'établissement de revendications initiales, il faudra que les États négocient pour trouver une limite, si jamais il y a chevauchement, entre ces diverses revendications. Donc, c'est un paramètre qui est important. Ça veut dire que si la revendication canadienne est acceptée, eh bien, il faudra vivre avec l'incertitude qui réside dans la possible ratification à terme de la Convention par les États-Unis et le fait qu'un jour, les États-Unis pourraient à ce moment-là revendiquer un plateau continental. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette réponse-là au moment de ma soutenance, ça devait être aussi le stress. Mais merci beaucoup. Merci, Frédéric. Est-ce qu'il y a des autres questions?
Sinon, je veux savoir, j'imagine qu'il y a, comme vous avez dit, qu'il y a comme un consortium international qui fait le monitoring, la surveillance de, de l'Arctique. Je veux savoir si vous pouvez parler des amendes ou des implications s'il y a un déversement ou pollution ou d'une compagnie qui transporte des ressources, des choses, des mines ou l'huile. Est-ce qu'il y a des amendes, puis c'est qui gère tout ça? Alors, si on parle du code polaire, donc, qui établit effectivement des normes internationales pour la navigation dans les eaux antarctiques comme dans les eaux arctiques. C'est effectivement des normes qui sont universelles, donc qui s'appliquent à tous les États, puisque ça a été donc officiellement accepté par l'Organisation maritime internationale, donc l'agence des Nations Unies qui supervise tout ce qui concerne les espaces maritimes. La difficulté par rapport à l'application du code polaire, c'est qu'elle incombe aux États du pavillon. Autrement dit, un cargo qui bat pavillon panaméen, c'est l'État du Panama qui est chargé de faire appliquer les dispositions du code polaire auprès de la compagnie qui a enregistré son navire auprès de lui. Donc, les esprits critiques ou les esprits inquiets se posent la question, comme il y a beaucoup de pavillons dits de complaisance, Panama, Libéria, etc., est-ce que ces États auront la volonté, et même s'ils ont la volonté, est-ce qu'ils auront les moyens juridiques et réglementaires pour faire appliquer les dispositions du code polaire auprès des compagnies maritimes? Donc, c'est effectivement une incertitude. On va voir à l'épreuve du temps si effectivement ces États de pavillon de complaisance vont se réformer, faire appliquer la réglementation internationale ou pas. C'est à partir de ce constat, donc cette responsabilité des États du pavillon de faire appliquer le code polaire, que certains États, dont la Russie et le Canada, estiment que le code polaire, c'est très bien, c'est un bon pas en avant, mais ce n'est pas suffisant pour garantir la protection environnementale dans les régions arctiques. Donc, on ne renonce pas à la réglementation, à la législation russe ou canadienne, qui donc est plus forte que le code polaire. Donc, ça suscite des récriminations de la part d'acteurs politiques comme les États-Unis, comme l'Union européenne, comme des associations aussi de compagnies maritimes, à l'effet que puisqu'il y a le code polaire, ben, pourquoi est-ce qu'il faudrait que le Canada et la Russie continuent d'appliquer une réglementation plus sévère en matière de navigation? Mais le Canada et la Russie insistent pour dire on estime qu'il y a encore des faiblesses, des lacunes dans le code polaire, même si c'est un texte très, très positif. On salue l'entrée en vigueur du code polaire. On estime qu'il présente trop de risques dans l'application de ces dispositions pour se passer de la réglementation. Bon, il y a aussi du motif politique, on ne se le cachera pas. C'est aussi un moyen pour le Canada de continuer à affirmer sa souveraineté sur le passage nord-ouest que d'avoir sa propre réglementation et non pas de n'appliquer que le code polaire, qui est un texte, donc une convention internationale. Si on n'applique que le code polaire, ça veut dire que finalement la souveraineté canadienne elle est un peu vidée de sa substance, ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est aussi un petit peu un prétexte politique pour continuer d'affirmer sa souveraineté. Mais il y a aussi cette justification environnementale de la part du Canada et de la Russie. On estime que le code polaire, pour positif qu'il soit, présente encore des faiblesses dont on veut se prémunir. Merci. Je ne vois pas des autres questions, donc je vais poser une petite dernière. Tout le monde qui participe aujourd'hui est impliqué dans la recherche. Puis je veux savoir si vous pouvez sûrement mentionner quelques grandes lignes de la traité sur la recherche dans le Nord, dans l'Arctique. C'est un traité qui, comme je le disais tout à l'heure, fait essentiellement confirme le consensus. J'ai mentionné tout à l'heure que le Conseil de l'Arctique fonctionne beaucoup par consensus. Donc, un petit peu comme dans le traité sur la valorisation des bonnes pratiques en matière de protection environnementale, d'encadrement de l'exploitation des hydrocarbures en mer, dans le domaine de la recherche, c'est un traité qui essaye d'encourager, de favoriser la coopération entre les États arctiques dans le domaine de la recherche. Ce qui existait déjà, d'ailleurs, c'est simplement un texte qui essaie d'aller encore plus en avant dans l'encouragement des projets
multinationaux. Je le mentionnais tout à l'heure, par exemple, en matière d'océanographie, il y a eu beaucoup de coopération internationale entre le Canada et les États-Unis, entre le Canada et la Russie, entre le Danemark et le Canada, pour monter des expéditions océanographiques avec des brise-glaces et des équipes scientifiques à bord, parce que ça permet de faire des économies. Il faut se rappeler que monter des expéditions arctiques avec des brise-glaces et tout l'équipement nécessaire, ça coûte extrêmement cher. Ça permet aussi de collecter des données qui seront les mêmes pour tous les États. Donc, ça permet de se prémunir de l'objection possible de la validité des données. Si tout le monde utilise les mêmes données géomorphologiques, alors c'est difficile de contester la validité de ces données. Donc, c'est une illustration du fait que il y a déjà depuis longtemps une tradition de coopération scientifique dans l'Arctique qui ne s'est pas démentie d'ailleurs avec la crise ukrainienne, ou très peu. Et donc, ce traité vise à confirmer et à encourager encore davantage cette coopération en matière scientifique. Donc, on encourage par le biais de ce traité des mécanismes pour favoriser davantage la coopération. Est-ce que ça aura un impact significatif? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ça traduit bien la volonté des États de continuer de coopérer aussi sur le plan scientifique, sachant que, je l'ai mentionné rapidement tantôt, le Conseil de l'Arctique, à travers les ateliers de recherche, fonctionne beaucoup, s'appuie beaucoup sur la recherche scientifique dans son activité.